De l'émir Abdelkader, Lettres aux Français, chapitre 1, suite. Ce que l'on recherche pour obtenir autre chose, ce sera par exemple l'argent, dirham ou dinar, fait de deux substances dures qui n'ont pas d'utilité en elles-mêmes, l'or et l'argent. Si Dieu n'avait pas facilité par leur intermédiaire l'acquisition de ce qui est nécessaire à l'homme pour vivre, elles auraient gardé le même rang que les autres substances, car elles ne sont capables en elles-mêmes de combattre ni la faim ni le froid, ni l'excès de chaleur. Ce que l'on recherche en soi, ce sera la science, car elle seule possède en soi sa propre valeur. Ce que l'on recherche à la fois en soi et pour obtenir autre chose, ce sont par exemple les biens nécessaires à la santé du corps. Ainsi, la bonne santé du pied permet à la fois au corps de s'épargner une douleur inutile et de se procurer par la marche ce dont il a besoin pour vivre. Parmi les indices qui révèlent la dignité de la science et les soins assidus dont on doit l'entourer, insistons sur le respect que l'on porte naturellement aux savants, à tel point que les plus stupides d'entre les Turcs et les plus grossiers parmi les Arabes s'accordent pour rendre naturellement hommage à leur Cheikh, Shuyukh, et par là même à l'érudition dont ceux-ci font preuve, dans une science sans cesse perfectionnée, enrichie par les épreuves mêmes qu'elle a eu à surmonter. Et si les bêtes ont par nature le respect de l'homme, c'est assurément qu'elles sentent que celui-ci a accès par la science à une perfection qui dépasse leur rang dans la création. Si l'excellence de la science est donc chose certaine, le mieux que l'on puisse faire est de se mettre à apprendre. La preuve en est que les buts auxquels tendent les diverses créatures, relevant tous d'un même ordre, qui est aussi bien celui de la religion que celui du monde d'ici-bas, car il n'est pas d'ordre pour la religion qui puisse ignorer l'ordre de ce monde, la réalisation de cet ordre dépend nécessairement de l'activité des fils d'Adam. Les actes de ceux-ci, leurs arts, leurs métiers sont de trois sortes. D'abord, les activités de base sans lesquelles ce monde ne peut subsister. On en dénombre 4. L'agriculture, destinée à fournir aux hommes leur nourriture, le tissage qui leur permet de se fabriquer des vêtements, la construction qui leur offre des maisons pour l'habitation, la politique enfin qui prétend les faire vivre dans un climat d'amitié au sein d'un même pays, les réunissant pour leur permettre de travailler en s'aidant les uns les autres, leur assurant ainsi des ressources en abondance. Viennent ensuite les travaux qui produisent tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement des différentes activités de base, dont ils sont en quelque sorte les serviteurs. Ainsi l'art du forgeron qui sert l'agriculture et divers métiers qu'il fournit en instruments de travail. Ainsi également le geste du cardeur de laine et celui des fileuses qui servent le tisserand en se chargeant de lui préparer le travail. Restent enfin les activités de ceux qui parachèvent le travail accompli dans le cadre des métiers de base. Ainsi la mouture, la panification, l'ensemencement pour l'agriculture, le dégraissage et la couture pour le tissage, autant d'activités qui permettent d'assurer l'harmonieux état de la société terrestre. La hiérarchie de ces travaux ressemble à celle des parties du corps humain, constituées en un ensemble cohérent. Ces parties s'organisent elles aussi en 3 groupes, comprenant les organes de base comme le cœur, le foie, le cerveau, ou des organes qui sont au service des premiers comme l'estomac, les veines ordinaires, les artères, les muscles et les veines jugulaires. Enfin, des organes qui prolongent l'action des précédents ou qui participent à l'ornement du corps comme les ongles et les 2 sourcils. Les plus nobles des activités sont bien évidemment les activités de base. La plus noble parmi celles-ci étant la politique. Cette activité exigera donc de celui qui l'assume un degré de perfection que ne réclament pas les autres. De même, celui qui l'exerce doit-il pouvoir compter sur le service des agents des autres activités. La politique se divise elle-même en 2 branches. La politique des rois et des sultans qui ont plein pouvoir sur les notables et sur les gens du commun pour tout ce qui touche à leurs relations avec le monde extérieur, mais non pour ce qui relève de leur fort intérieur. Et la politique des savants qui ont capacité d'agir sur le fort intérieur des gens, mais dont le pouvoir ne saurait s'étendre à leurs relations avec le monde extérieur, notamment par le biais de la contrainte physique ou de la violence. La noblesse des sciences et des métiers peut se mesurer de 3 façons.
soit en considérant l'instrument par lequel on parvient à les appréhender. Ainsi, la supériorité des sciences spéculatives sur les sciences linguistiques se fonde-t-elle sur le fait que la philosophie, par exemple, ne requiert d'autres services que ceux de l'intelligence pure, alors que le langage, lui, est avant tout tributaire du sens de l'ouïe. Soit en considérant l'utilité générale, ainsi de la supériorité de l'agriculture sur l'orfèvrerie, soit enfin en tenant compte de l'objet sur lequel s'exerce l'activité en question, ainsi de la supériorité de l'orfèvrerie sur le tannage, étant donné que dans le premier cas, on a affaire à l'or, et dans le second à de simples peaux de bêtes mortes. Nul n'ignore que le savant exerce son pouvoir sur l'esprit de ceux qui cherchent à acquérir la science. Ainsi pourra-t-on également mesurer la noblesse d'une science d'un point de vue plus strictement spirituel, en analysant deux de ses aspects. Le premier est la noblesse du résultat qu'elle se propose d'atteindre. Le second est la force de l'argumentation qu'elle déploie pour arriver à ses fins. Considérons par exemple la science des lois religieuses codifiées et la science de la médecine. Le fruit de la science religieuse est le salut dans la dernière demeure, c'est la vie éternelle. Le fruit de la médecine est le salut dans ce monde-ci, salut strictement corporel et qui ne vaut jamais que jusqu'à un moment donné. La science religieuse sera donc la plus noble puisqu'elle prétend à une récompense éternelle acquise à jamais. Pour ce qui est du second aspect, considérons par exemple la science du calcul et la science des astres. La science du calcul sera la plus noble des deux, en raison de la solidité et de la force de ses arguments. Mais si on compare le calcul à la médecine est assurément plus noble, eu égard au but qu'elle poursuit, alors que le calcul est plus noble de par la force et la justesse des arguments qu'il met en jeu. Il est cependant préférable de tenir compte d'abord du résultat visé, ne serait-ce que pour cette raison. La médecine serait la plus noble des deux, même si elle s'embarrasse d'un plus grand nombre de suppositions non vérifiées.